Un protagoniste, évidemment, aura l'histoire la plus épique lorsqu'il commence au plus bas de la société. Comme un humble esclave qui est obligé de se battre dans des combats sanglants contre ses propres compagnons, lesquels sont tellement endurcis qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Rocco étant un homme assez fort, c'est le seul qui parvient à maintenir l'ordre. Ce que notre protagoniste Cestus admire et le considère comme un ami. Du moins jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'affronter lors de la sélection des plus forts. Rocco étant le favori, non seulement pour son physique, mais aussi pour son attitude. Pendant ce temps, le protagoniste mince et faible est critiqué. Cependant, son maître Zafar semble avoir confiance en lui. Et pourquoi? Simplement à cause d'une vitesse de réaction qu'il démontre rapidement dans l'arène. Et même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il est obligé de le faire, prouvant que pour avoir 15 ans, c'est un diamant brut. Cependant, dans la glorieuse Rome, il n'y a pas de perdant et le gentil Rocco finit par être tué dans ses bras. C'est ainsi qu'il est marqué comme l'un des esclaves choisis par le grand Valente. Et avec quelques autres compagnons, on leur promet la liberté après avoir remporté 100 batailles. Alors le maître s'occupe de l'entraîner en lui donnant de bons coups efficaces. Un esprit froid, mais surtout, comme il est si petit et qu'il ne peut pas mettre knock-out d'un seul coup, il doit devenir le plus rapide. Et même si le vieux semble bien marqué par la vie, ses enseignements là sont très sages, même si certains s'en moquent à mon voir. Le fait est que Cestus et les autres sont emmenés au grand Colisée romain, où se célèbre le couronnement du plus jeune César jusqu'à présent, le grand Néron, avec de nombreux combats en tout genre. Cestus rencontre même un blond qui semble assez aimable, lequel lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats. Car beaucoup de ses adversaires seront même des adultes impitoyables qui finissent par massacrer les nouveaux esclaves. Cependant, même si le protagoniste monte avec peur, et avec un rival qui est littéralement une bête, c'est quelque chose que même Néron, depuis ses gradins, admettra que ce sera un massacre. Cependant, le rival est tellement lent et gigantesque que Cestus profite de sa vitesse pour lui asséner un coup sur la tête, ce qui l'endort et lui permet de savourer un peu de gloire. Du moins jusqu'à ce qu'il manque de perdre la vie en défendant son rival, qui devait mourir comme nous l'avons vu. Néanmoins, Néron finit par sauver l'enfant qui a attiré son attention. Il l'invite dans sa loge, Very Important Person, reconnaissant sa force. Et de son maître, que la mère se rappelle comme une vieille légende qui a même combattu contre la garde royale. Dimétrio, qui a aussi son fils comme élève. Et ce n'est autre que le blond d'avant, appelé Rusca, une bête au combat, avec une brutalité digne de son père. Ils seront emmenés au palais pour accompagner Néron, servant d'exemple du niveau auquel le prota devra faire face. Cependant, l'enfant se laisse tellement distraire de ses tâches que cela met sa mère en colère, au point qu'elle fait combattre les deux guerriers à mort. Néanmoins, Rusca, conscient de sa supériorité, assomme le prota d'une prise pour lui laisser la vie sauve. De plus, Néron, mécontent de sa mère, lui désobéit, apaisant ainsi la situation. Pour l'instant, même, le César reste un moment avec l'esclave Cestos. Pendant que Rusca se fait réprimander par son père, qui ne voulait pas qu'il soit gentil, il voulait au minimum qu'il casse les jambes de son rival. Cependant, le prota ne s'en sort pas mieux, car pendant un certain temps, il subit pas mal d'abus avec Néron. Et en étant vendu à différents propriétaires, il a été victime des pires humiliations. Finalement, il tombe sur un gros homme qui l'emmène, lui et son maître, jusqu'à la Grande Pompéi où il est vendu à un candidat aux élections. Là-bas, il organise son propre tournoi de combat, avec comme organisateur ce type appelé Nazca, qui leur montre leur zone d'entraînement avec quelques compagnons plutôt compliqués, comme Endem, un gars antipathique qui se dispute avec tout le monde, mais rien qu'en voyant sa façon de s'entraîner et sa force brute, on comprend qu'il est très fort. De plus, c'est un style de combat qui posera des problèmes à Cestus, donc pour l'instant, il faut s'entraîner. Cependant, le protagoniste de Schismoso dans la nuit finit par tomber sur Sabina, qu'il pensait être un voleur, mais c'est la femme la plus belle de toute la ville. Et ce que nous découvrons, c'est l'amour impossible d'Andem, qui malgré sa force, est un gars sympathique, un vrai fan. Et même si la fille le rejette 1000 fois, ça ne lui importe pas, même en recevant des moqueries de tout le monde. Bien que pas totalement mauvaise, la fille aide quand elle le doit, comme cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs. Et Sabina emmène l'équipe du héros pour les affronter. Sextus étant celui qui se démarque le plus, car à première vue, c'est le plus petit et le plus faible, et même si ses points ne suffisent pas contre ce géant. Il attire finalement l'attention de la femme qui, comme Endem, le dissimule. On découvre que le type est fan d'elle depuis des années, et elle lui a promis que s'il réussissait un record impossible de 50 victoires sans consécutives, elle lui accorderait la liberté. Il deviendrait sa main droite, il ne lui manque que 2 victoires.
Cependant, cette situation ne concerne que deux. Le protagoniste indifférent poursuit son entraînement. Pour que ses coups soient plus mortels, même Zafar l'aide à pratiquer un coup qui non seulement assomme, mais tue, quelque chose que le protagoniste n'est pas sûr d'utiliser. Cependant, Sabina le convoque dans sa chambre et lui propose de l'accompagner lors de son prochain voyage à Rome. Pas comme esclave, mais comme son garde du corps personnel à partir de maintenant, le rêve de tout esclave. Mais le protagoniste, qui a déjà vécu avec un chef. Dans ce cas, Néron, qui cherchait un ami, a fini par devenir un abuseur et a dû s'enfuir, décide que sa liberté, il l'obtiendra avec ses propres poings. Alors il la frappe. Alors il refuse l'offre, quelque chose que cette femme n'avait jamais vécu auparavant. Elle devient obsédée par le protagoniste, mais de façon négative, puisqu'elle ordonne à Andem, qui est pratiquement sa marionnette, d'affronter le protagoniste. Et il lui apprend le désespoir d'être un esclave. Car la bête est jalouse que Sabina, la femme qu'il respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Ce sera donc un combat intéressant, avec un protagoniste qui acquiert peu à peu des nerfs d'acier, ce qui lui permet de s'entraîner et d'améliorer ce coup fatal qu'on lui a enseigné. Jusqu'au jour où la beauté de la ville devient spectatrice. En fait, Andem est le favori du public grâce à toute sa carrière, et lorsqu'on lui présente un simple enfant comme adversaire, tout le monde l'accuse que ce sera trop facile. Mais tout devient insignifiant quand le protagoniste devient sérieux. Alors il commence à attaquer avec une vitesse qu'Andem garde sous contrôle, attendant le moment précis pour riposter. Mais le garçon continue d'augmenter la vitesse jusqu'à ce que le plus fort de Pompéi reçoive un coup direct au visage, ce qu'il met au sol pendant un moment. Cependant, même si cela rend le public fou, les dégâts pour Andem sont minimes et le protagoniste vient juste d'épuiser sa résistance. Il est donc temps pour lui aussi de recevoir une punition, même avec des coups dans des zones spécifiques qui seraient aujourd'hui illégaux. Cela lui fait perdre l'équilibre, mais surtout, cela l'oblige à attaquer, ce dont Andem profite pour porter un coup assez létal à la nuque qui le laisse inconscient. Et même s'il se relève grâce à sa détermination, il perd une partie de sa mémoire à court terme. Il ne ressent que le danger dans lequel il se trouve, tout son corps vibrant de douleur. C'est pourquoi l'échange de coups commence, donnant et recevant, sans s'arrêter. Pendant un bon moment, tout le monde reconnaît à quel point le garçon de 15 ans est fort. Et une partie des gradins se met de son côté. Même Nazca, qui a eu la même opportunité que le prota en tant qu'esclave, a choisi la voie de la facilité. S'habituant à la belle vie et à Bracestus, il prouve la détermination qu'il n'a jamais eue, c'est pourquoi il connecte si bien avec le public. Pendant ce temps, le prota, inconsciemment, commence à donner des coups aux côtes. Ceci affaiblit Andem, qui essaie de cacher la douleur, mais il perd maintenant en endurance. Et pour Zestus, il est plus facile de lire ses attaques en équilibrant les choses. Ou du moins c'est ce qu'il semblait, car Andem parvient à blesser le prota au front, ce qui est mauvais pour la vision d'un de ses yeux. Cela donne à la bête le temps de récupérer, et avec un protagoniste aussi épuisé, il ne lui reste plus que le souvenir de cette attaque qu'il a entraînée. Il risque donc tout dans la dernière rafale de coups, au cours de laquelle il est assez gravement blessé. Mais grâce à cela, il obtient l'ouverture qu'il cherchait, cette fois-ci, n'est-ce pas? Un véritable coup mortel à la nuque, avec une précision qui endort directement Andem. Et même avec la motivation d'une Sabina désespérée, la victoire revient à Sextus, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient parié sur lui. Bien sûr, tout cela depuis le confort des gradins, car il ne descendrait pas se battre. La voix du protagoniste étant insuffisante, Sabina, par bonté envers son admirateur, agit. Elle calme les gens pendant qu'elle fait ses adieux à Andem pour toujours, ce qui est pour lui la pire des punitions. Pendant que le protagoniste se remet après sa grande bataille, l'attaque à la nuque d'Andem ressemble beaucoup à celle du protagoniste. Et Zafar finit par découvrir que la même personne qui lui a tout appris a aussi entraîné Andem, et il est connu sous le nom de Démocrite, un vieil homme maléfique qui aime expérimenter avec différents combattants et techniques. Une information précieuse pour Zafar qu'il cherchait. Malgré tout, Andem reconnaît maintenant la force du protagoniste ayant un fardeau en moins sur les épaules. Tout comme le peuple de Pompéi, qui a été facilement conquis par son attitude et sa résistance, même si, en réalité, tous les habitants de Pompéi vont mourir dans quelques années. Le protagoniste doit persévérer. Pendant 1 an d'exploitation par divers travaux, il améliore sa condition physique et ses techniques. Et un jour, 2 types apparemment normaux apparaissent, mais ils cherchent des guerriers pour combattre lors des événements du Grand Néron. Le propriétaire du protagoniste le force à participer à une sorte de compétition éliminatoire. Dans ces mini-colisées, où l'espace rend les combats difficiles, cependant, Sextus n'a pas beaucoup de problèmes contre ses premiers adversaires. Il les bat pratiquement à coups de gifles, mais devient de plus en plus brutal, frappant même des combattants au sol.
Un tempérament qui lui cause des problèmes, et en discutant avec son maître, il s'avère que, malgré son habileté, il n'arrive pas à donner forme à sa technique. Et il n'y arrivera pas s'il ne se concentre pas sur la connexion entre ses coups et son esprit. Pendant que nous voyons Félix, un autre esclave très habile, qui semble avoir trouvé sa propre façon de prendre plaisir au combat. Contrairement au protagoniste, qui devient de plus en plus tendu jusqu'à son combat sous la pluie, où il met en pratique les conseils de Zafar et il laisse son esprit se connecter au combat, aiguisant ses sens et parvenant à faire en sorte que ses enchaînements et attaques normales aient la force de mettre knock-out n'importe quel adversaire. Il retrouve ainsi sa tranquillité et sa bonne entente avec ses amis. C'est alors qu'il rencontre Félix, qui est un type très sûr de lui et de sa chance. Il ne nie pas que l'attitude et l'aura du protagoniste sont celles d'un guerrier. Il devine qu'ils se retrouveront en finale. En réalité, les deux sont conscients de la technique de l'autre. Mais on voit Cestus beaucoup plus tendu que Félix, qui savoure les combats en lançant ce duel pour voir qui passera les éliminatoires et pourra voyager en Sicile pour l'événement principal. Alors Cestus frappe sans arrêt, cependant, tout ce que fait Félix, c'est se défendre au bon moment. Il change sa posture pour en adopter une avec les épaules plus ouvertes, ce qui paraît même un peu idiot. Mais Zafar reconnaît que dans un espace aussi restreint, cela fait que beaucoup des coups que Cestus pouvait bloquer auparavant touchent maintenant sans problème. Ce qui devient une punition pour le protagoniste qui finit par tomber plusieurs fois à cause de coups aussi larges et à la fin, l'une de ses chevilles se retrouve à nouveau blessée. Félix se vante de sa chance et maintenant, avec le combat entre ses mains, il disait attaquer beaucoup plus. Cependant, Cestus, malgré les coups reçus, remarquait que chaque attaque ouverte de son adversaire laissait sa poitrine exposée. Alors il en profite pour l'envoyer valser pour la première fois de tout le combat. Et même s'il remonte le moral de tout le public et des parieurs. La technique n'a pas été si efficace parce que la cheville du héros lui fait perdre de la position au sol et par conséquent de la force dont le combat continue. Et maintenant que les deux sont à leur apogée, le combat s'équilibre beaucoup au point de devenir un duel d'endurance. Voyons qui tiendra jusqu'au dernier coup. Même ainsi, il reste désavantagé parce que Félix contrôle mieux l'espace et l'accule facilement. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, il est sur le point de s'évanouir sous un coup. Ne lui laissant qu'un espace pour donner quelques coups de poing, ce qui semblait inutile, mais à force de persévérance, cela commence à affaiblir Félix. Et avec la résistance brutale que possède le garçon de 15 ans, le combat finit par durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, la cheville de Cestus est sur le point de céder, l'empêchant de se tenir debout. Alors il décide de tout risquer dans une dernière attaque, pour laquelle il a maintenant trouvé les failles dans la défense de son adversaire. Il décide alors d'utiliser le dernier enseignement de son maître, contrôler la respiration de Félix. Alors il profite d'un instant pour lui couper le souffle et lui donner un coup au menton, si fort qu'il l'étourdit. Perdant le contrôle du combat, évidemment, ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Alors le protagoniste utilise la technique en se plaçant derrière l'ennemi avec un poing au niveau des reins. Même dans Mortal Kombat, une telle létalité serait illégale dans la boxe moderne. Et même si Félix veut se relever, il est maintenant littéralement cloué au sol par la douleur. Donnant la victoire au protagoniste, qui était lui aussi à bout, et n'a pas manqué de peu de perdre ce combat de titan. Même si les deux ont fini par uriner du sang toute la nuit, et le lendemain, ils échangent le respect en tant que guerriers. Et pendant que Félix part chercher du travail dans une autre ville, le prota se rend en bateau au village de Sicile, où aura lieu le grand événement. Et pour cela, Zafar commence à les guider avec la dernière technique de son répertoire. Et la plus mortelle, avec laquelle il a même arraché l'œil de Démétrio. Même ainsi, en arrivant sur place, ils sont les moins soutenus en tant qu'esclaves, tandis que les autres sont littéralement des dieux de toutes les cultures du monde, avec des compétences totalement différentes. En fait, le protagoniste finit par rencontrer la gentille Roxane et même Ruska. Ce dernier l'avertit qu'il s'agira de véritables combats pour lesquels il n'a pas la force mentale nécessaire. Cependant, ils n'ont aucune idée de tout ce que le protagoniste a amélioré et de tout ce qu'il a appris. Des techniques qu'il n'oserait même pas utiliser lui-même. Alors, même si sa marque d'esclave reste une source d'humiliation pour tous, il prouvera avec ses points ce que personne d'autre ne pourrait accomplir. Et cela, d'anciens compagnons comme Endem, qu'il finit par retrouver sur place, le savant mieux que quiconque. Parce qu'il veut aussi combattre lors du plus grand événement organisé par Néron, qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. C'est ainsi que se termine la première saison d'un anime plutôt divertissant, avec ses moments épiques, de haute intensité et même de bonne motivation, que je recommande à ceux qui souhaitent le découvrir pour la première fois. Il n'y a pas encore de suite, mais espérons qu'elle verra le jour. J'espère que ce résumé vous a plu.
Cette histoire se concentre sur le jeune Ning, dont la vie est devenue une routine très ennuyeuse, car il passe son temps à travailler dans l'espoir d'avoir ce qu'il faut pour payer ses études, ses passe-temps d'otaku et pouvoir prendre soin de sa petite amie. N'est-ce pas ce qu'un homme ferait? Mais cette routine devient un chaos lorsqu'il apprend que sa petite amie l'a trompé avec un millionnaire qu'ils ont rencontré récemment. De plus, même si la paix à son travail est bonne, elle ne lui suffit pas pour étudier. Son père, très attentif, l'appelle pour prendre des nouvelles. Au téléphone, il lui explique la situation. Une petite fille est sur le point d'être renversée. Alors il s'interpose et même s'il la sauve, Ning finit par perdre la vie. En fait, son âme quitte son corps et il est emmené dans une sorte de zone céleste, où le monarque suprême se charge de donner une bonne destinée aux âmes qu'il reçoit. Cependant, quelque chose ne va pas, car le protagoniste n'aurait pas dû mourir avant l'âge de 95 ans. Ainsi, en guise de compensation, il lui laisse choisir quel type de réincarnation il souhaite être, que ce soit un commandant légendaire, un génie ou un empereur. Mais le protagoniste veut simplement profiter de cette nouvelle chance pour vivre paisiblement, manger, avoir des relations et dormir. Un scénario compliqué pour le vieil homme qui lui obtient quelque chose de similaire. Cela dit, il sait que cet humain a quelque chose de spécial. Et en fait, avant qu'on ne lui efface la mémoire pour qu'il puisse se réincarner, il est attaqué par deux bêtes qui ne seraient jamais ensemble, et encore moins à cet endroit. Alors la garde de la zone le couvre un peu. Pendant ce temps, le protagoniste parvient à s'échapper et à entrer dans son nouveau monde, renaissant comme le prince de la petite ville de l'Est, qui est rempli de guerriers et de magie. Mais en étant un bébé, donc il peut faire ce qu'il veut et se détendre pendant 15 ans. Ce qui finit par faire de lui un héritier du trône arrogant et orgueilleux qui ne fait que profiter de flâner toute la journée, accompagné de ses deux magnifiques servantes. Incroyable. Mais sa famille, surtout son père et chef de la Maison de l'Est, est très inquiète car son héritier n'a aucune discipline et encore moins la mentalité d'un leader. Il prend donc la décision d'envoyer son fils au Long, c'est-à-dire dans une maison de redressement. Cependant, en dehors de la ville, il y a de nombreux dangers et il veut d'abord vérifier si son fils est apte à sortir. Alors il le fait combattre contre l'un des serpents démoniaques enfermés dans cette ville. Et c'est là qu'on voit qu'aucun des compagnons du chef n'a d'espoir pour le protagoniste. Pour cela, le père l'enferme avec la bête, sans aucune possibilité d'aide. Soit parce qu'il a beaucoup de foi en lui, soit parce qu'il sent qu'il peut devenir héritier à tout moment. Cependant, il surprend tout le public en esquivant les attaques. Mais il le fait comme un génie, car selon son père, pour quelqu'un qui a 15 ans et son potentiel magique, cela n'a aucun sens. Son père lui impose ses épreuves car il est très paresseux. Pendant ce temps, Jen, le moins confiant en ses capacités, est le compagnon de son père. Il se contente simplement de regarder, et c'est à ce moment-là que le chef lui remet l'épée qu'il avait prévu de lui léguer. Ainsi, le combat change complètement, et ils viennent rapidement à bout de la vipère. Cependant, le plus gros problème est d'aider qu'il a attiré la haine du clan des serpents, qui est déjà en ville. Et sous les ordres de leur chef, ils commencent à tuer tous les villageois, cherchant à venger son fils. Il trouve donc rapidement le chef et sa famille, les acculant complètement, alors il décide de mettre l'héritier en sécurité pendant que le chef reste pour se battre. Mais Ning n'est pas seulement très habile au combat, il maîtrise aussi très bien la magie car pendant sa fuite, il évite de perdre un de ses bras et parvient à se mettre en sécurité. Pendant ce temps, son père, c'est de façon simple, s'occupe de repousser la bête jusqu'à sa tanière, où il ne peut pas trop s'approcher. Il retourne donc au royaume en sachant qu'il doit se préparer à une guerre contre les serpents, qui peuvent attaquer ses terres à tout moment. C'est à cet instant que le père de Shun, servante du protagoniste, arrive pour récupérer sa fille. Car il connaît le danger qui règne actuellement dans cette ville. Ning n'a donc pas d'autre choix que d'accepter tout en voyant sa camarade partir, bien qu'elle ne veuille pas du tout l'abandonner. Mais c'est la meilleure chose à faire, au moins jusqu'à ce que les choses se calment. Le problème, c'est que cela finit par être une solution vide, car il suffit que le vieil homme retourne avec sa fille pour que cette ville soit attaquée par la reine des serpents elle-même. Tout cela pendant que le protagoniste, sans rien savoir, commence un voyage avec sa servante, Ji, et le plus jeune compagnon de son père, appelé Bai, qui, pour une raison inconnue, les mène tout droit en territoire reptilien. Et c'est justement Ning qui, en explorant un peu la zone, se retrouve face à face avec un serpent. Elle n'attaque pas le protagoniste au début, jusqu'à ce qu'il la traite de laide. Quelque chose qui la met tellement en colère qu'un combat éclate soudainement. Combat qui est observé par deux puissants moines d'un territoire lointain qui prévoient d'utiliser un sceau pour contrôler l'esprit de ce serpent très puissant. Le problème, c'est qu'ils pensent maintenant qu'un jeune les devance dans la chasse, sans savoir que le protagoniste est acculé dans ce combat.
Ici, il démontre son habileté en divisant sa puissance dans chaque main. Une nouvelle technique pour les moines dirigés par ce type, appelée Tiemu, mais la fille serpent a aussi ses propres astuces et change de forme différente. Et elle profite du désordre pour blesser gravement le protagoniste, ce qui n'est pas un problème s'il peut se régénérer. Mais elle le pousse à l'endroit où Tiemu a ses pièges, et le héros n'a pas le temps d'avertir la fille. Et tous deux se retrouvent piégés, même si seul Déborah ou le serpent est fait prisonnier. Pendant ce temps, l'autre bandit, prenant la forme d'un loup, décide d'affronter le héros. Ce dernier sait de loin qu'il n'a aucune chance contre un ennemi aussi puissant. Et pour l'instant, il se retire, mais avec la colère de savoir qu'il torturait la fille. Ce n'est pas qu'il la déteste non plus. Mais c'est Bai qui apparaît pour lui dire qu'il doit se contrôler dans ces situations et qu'il a encore beaucoup à apprendre. Alors il passe toute la nuit à méditer. Et justement, son esprit s'illumine en voyant la fleur de lotus qui lui sert de symbole de tranquillité et de confiance pour puiser sa force. À tel point qu'il passe toute la nuit à méditer. Cela jusqu'à ce qu'il parvienne à comprendre comment canaliser tout son potentiel, ce que ses camarades ne s'attendaient pas à ce qu'il apprenne aussi rapidement. En fait, c'est tellement efficace que l'ennemi ressent rapidement le danger dans la zone et décide de se rendre sur place, où il tombe sur le protagoniste. Mais maintenant, avec un pouvoir quelque peu différent, qu'il ne comprend même pas puisqu'il utilise le feu et la glace dans chaque main, totalement en équilibre. Ainsi, même s'il attaque, le loup est rapidement dévoré par la quantité d'énergie de Ning. Et Tiemu n'a pas d'autre issue, car Déborah n'a pas laissé son esprit être contrôlé. Il ne lui reste qu'une seule issue, c'est de supplier Ning de le laisser vivre, même si on ne voit absolument aucun signe de remords chez lui. En donnant une leçon au protagoniste, normalement, être puissant ne fait pas de toi une bonne personne. Malgré son refus de l'accepter, le protagoniste devra s'adapter à ce monde. C'est pourquoi, à la fin, il finit par ôter la vie à Tiemu, tout en se demandant si c'était vraiment une bonne décision. Mais il aura bientôt une réponse à cela. En fait, Déborah le remercie de lui avoir sauvé la vie tout en lui disant qu'elle ne sera pas pour autant une de ses servantes. Elle espérait que le protagoniste insiste. Mais finalement, avec la personnalité de Ning, il accepte simplement, la libère et s'en va. Au final, la jeune fille a fini par le suivre. Elle dit qu'ils auront besoin d'un guide pour ces régions. En fait, ils arrivent justement au village de Shun. Contre toute attente, c'est précisément elle qui a subi la première attaque brutale. En effet, tous les villageois ont été tués par le serpent, y compris Shun et son père. Cela donne encore plus de poids à ses actes. Et vraiment, cela lui fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de cruauté partout, même envers des gens qui ne le méritent pas. Il continuera à utiliser la force si nécessaire. C'est pourquoi ils offrent ici une sépulture décente à la jeune fille. Et il demande à Bai combien de temps il lui faudra pour pouvoir vaincre la reine serpent, responsable de tout ce chaos. Il répond qu'il aura besoin d'au moins 3 ans, ce qui est évidemment très long. Alors Déborah intervient. Elle lui parle de l'île sacrée, qui est très connue par le clan des serpents. Comme l'endroit où, après de rudes épreuves, on peut obtenir un grand pouvoir, mais avec une très faible chance d'y parvenir. Le protagoniste, accompagné de Déborah, se dirige vers l'endroit où il ressent un nouveau défi à relever. Où, après un chemin assez étrange, ils arrivent à la grande entrée, là où les chemins se séparent. Le protagoniste, prenant le risque, se retrouve face à la première épreuve. Une grande armée de cuirassés qu'il essaie d'affronter. Il se rend compte non seulement de leur force colossale à chaque coup, mais aussi que leur régénération est incroyable. Même ces nouvelles techniques du lotus n'ont aucun effet sur eux. Cependant, tout après avoir continué à se battre et chercher la faiblesse de cet ennemi, il se rend compte qu'à chaque régénération, ils perdent en endurance et en vitesse. Il en arrive à la conclusion que ce sont tous des invocations contrôlées par quelqu'un d'autre, et plus important encore, qu'elles ont une limitation de puissance. Alors il continue d'éliminer ses ennemis, au point que n'importe quel autre guerrier aurait abandonné. Mais ici, et après un massacre, il parvient à surmonter cette épreuve, étant observé par un singe, auquel il semble avoir plu. Pendant ce temps, dans le royaume, son père a appris ses exploits avec la technique de la fleur de lotus pour vaincre Tiemu. Et justement, Bai apparaît pour leur parler de l'île sacrée et du défi qu'il a décidé de relever. Ainsi, le père se sent fier des exploits de son fils. Cependant, ils ne peuvent pas compter uniquement sur la puissance du protagoniste, car le royaume doit se préparer à la guerre, puisque les serpents ne sont pas le seul ennemi. Tout cela pendant que Ning discute avec le gorille, qui se présente comme la 3e épreuve de cette île. Bien que cela puisse paraître insensé, il nous l'explique en tant que responsable de la 2e épreuve. Il s'est ôté la vie après avoir passé des siècles à attendre un bon guerrier. Et le gorille est pratiquement dans cette situation, disant au protagoniste qu'il doit simplement lui infliger une petite blessure pour prouver
Il commence une rencontre où Ning utilise tout son répertoire de compétences. Confiant que ce sera facile, cependant, après de nombreuses tentatives, il n'y parvient même pas. Et c'est là que la bête perd tout espoir qu'elle avait placé dans le protagoniste, car elle le voyait comme un prodige et pensait que ce serait sa chance. Et c'est ici que Ning joue un peu avec l'esprit du gorille. Ne pouvant le blesser avec son épée, il finit par utiliser les propres griffes de son ennemi. C'est assez rusé, mais le gorille l'accepte parce que c'était ingénieux. Et parce qu'en vérité, il en a assez d'attendre de bons guerriers. Il est donc finalement libéré de sa prison. Pendant ce temps, une autre entité apparaît et guide le protagoniste jusqu'à la zone sacrée, lui disant que sa troisième épreuve était totalement valable. Il a privilégié la force mentale à la force physique, ce qui s'est avéré plus efficace. C'est pourquoi, après avoir relevé le défi, il reçoit le titre de seigneur du lieu sacré, ainsi qu'un sceau qui lui permet de revenir sur l'île depuis n'importe où. Cependant, tous les autres trésors et pouvoirs sont bloqués car il n'a pas encore la maturité ni la puissance suffisante. Mais comme il s'est beaucoup donné de mal, il lui enseigne au moins un peu la technique des 1000 épées. S'il la maîtrise, cette compétence lui conférera une puissance inégalée dans ce monde. Mais pour cela, il doit s'entraîner durement afin de pouvoir un jour libérer ses limiteurs. Pendant ce temps, son père est en réunion, parlant justement de cette autre menace qui pèse sur le village, la montagne. Un groupe de guerriers très puissants qui contrôlent une grande partie du royaume, et qui, après de nombreuses années, profitent de la crise à l'Est pour préparer une attaque et s'emparer des terres. Donc même si le chef a beaucoup de foi dans le potentiel de son fils, il sait qu'il y a beaucoup d'alliés qui ne lui font pas confiance, surtout Jen. Et c'est ici qu'on nous raconte un peu l'histoire de la montagne. Il y a 18 ans, les deux groupes étaient en guerre, tandis que Ning était sur le point de naître. C'est quelque chose qui motivait son père à devenir une véritable légende au combat, même si déjà à cette époque, l'ennemi était bien plus fort. Ainsi, afin d'éviter des pertes des deux côtés, cela s'est finalement terminé par un accord où l'Est a conservé la plus petite portion de terre. Malgré tout, leur vie était belle, mais maintenant, il semble que la montagne veuille tout garder pour elle. Donc, le chef n'a pas d'autre choix que de commencer à préparer sa ville pour une guerre. Pendant ce temps, nous découvrons les dangereux montagnards, déjà prêts à partir en guerre. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles le jeune homme qu'ils ont laissé vivre il y a 18 ans montre de grandes compétences. Même si cela ne semble pas les inquiéter, alors que ça devrait. Car en ce moment, et après avoir quitté l'île, Ning accomplit sa mission. En venant à bout de la reine serpent, qui bien qu'elle soit géante et très puissante, ne peut rien faire. Face au protagoniste, qui devient chaque jour un homme plus grand et plus puissant. Cependant, tout n'est pas rose, car à la maison, sa mère est très malade. De plus, son père ne sait pas quoi faire, car la puissance de l'ennemi est très grande. C'est pour cette raison qu'ils ont signé une trêve. C'est pourquoi la mère propose à son mari de faire le rituel du dragon. Serait-il capable d'anéantir de grandes armées en un instant ? En échange de la vitalité de 5 membres de sa famille, il risque probablement de perdre la vie. Le chef, après réflexion, décide de saisir cette possibilité et d'exposer ses proches à la mort, en tenant compte du fait qu'il peut désormais laisser la ville à son fils, qui arrive justement après son long voyage pour apprendre tout ce qui se passe. Et comme le plan est de faire en sorte que l'ennemi se rassemble à un endroit où le rituel sera efficace, puisqu'il se cache dans une zone spécifique. Cependant, ils doivent faire attention, car chacun des guerriers de la montagne est assez puissant pour anéantir des armées. Surtout un roux appelé Tian, en plus la montagne compte un vieil homme. Comme stratège et amplificateur des compétences de ses compagnons. Donc la Maison de l'Est doit être intelligente, avec le protagoniste qui cherche un moyen de les provoquer. Donc justement, Bai a un plan et il se rend à la réunion où se trouvent tous les chefs de la montagne. Il risque sa vie, mais il défie chacun des membres qui étaient justement en train de recruter des alliés. Alors ils se sentent menacés et, sachant qu'ils sont plus puissants, ils décident de prendre ces menaces au sérieux et de proposer une guerre très bientôt. Ils tombent dans le piège du protagoniste. Et ce n'est pas tout, car lorsqu'il retournait au royaume, il rencontre l'un des alliés les plus puissants que la montagne a invoqué. Alors Ning le trompe et parvient à le faire retourner sur ses terres, retirant ainsi une carte très puissante à l'ennemi. Ce qui ne lui importe pas vraiment, car il reste confiant dans leur victoire. Alors la mère Ning réunit rapidement ses 5 proches, y compris son mari. Pendant que Ning et Bai sont en première ligne avec d'autres guerriers. Au cas où le rituel deviendrait compliqué et qu'il devrait intervenir, heureusement, l'ennemi et ses troupes se dirigent vers l'endroit convenu sans aucun problème, aidés par un brouillard créé par les sages de l'Est. Ainsi, lorsqu'ils progressent assez pour dissiper leur faible visibilité.
Il se retrouve face à cette invocation du dragon, où chacun des sacrifiés représente une partie du corps, et qui est si puissant que, sans grande difficulté, il élimine 4 guerriers très puissants. Quelque chose à quoi ne s'attendait pas le chef de la montagne, qui n'a pas d'autre choix que d'appeler ses renforts Étian. Le chef décide alors de rencontrer Ning, impatient de se battre, et lui transmet une partie de son ancien pouvoir. Et c'est suffisant pour que le protagoniste puisse utiliser sa technique des 1000 épées. Alors, lorsque les renforts du dragon arrivent, il apparaît avec le protagoniste qui, en combinant ses compétences, utilise les épées en les associant aux éléments qu'il contrôle, créant une pluie meurtrière à laquelle les ennemis ne prêtent pas beaucoup d'attention jusqu'à ce qu'ils commencent à perdre la tête. Alors l'ennemi décide de contre-attaquer avec des compétences très différentes et puissantes qui blessent inévitablement le protagoniste. Cependant, la guérison du dragon lui permet non seulement de survivre, mais aussi de lancer une seconde attaque. Cette fois, utilisant toute son énergie restante. Et c'est suffisant pour briser n'importe quel sceau et éliminer tout un groupe de prodiges. Cependant, ce n'est pas encore fini, car il reste encore Tian qui se bat contre sa famille dans une bataille qu'il semble être en train de perdre. Puisqu'il s'agit du guerrier le plus fort de la montagne et qu'il est en train d'épuiser la vitalité du dragon. Pendant ce temps, le protagoniste récupère encore ses forces. Au dernier moment, il retrouve son pouvoir pour le véritable combat final. Avec de puissants coups de la part des deux et un niveau de puissance qui dépasse largement la meilleure époque de son père. Allant même jusqu'à faire reculer Tian, ce qui surprend tout le monde. C'est le moment pour que le protagoniste utilise tout ce qu'il a appris. Avec sa technique des 1000 épées, dans une séquence très épique où le roux finit par perdre la tête. Quelque chose qui semble très bien, puisqu'ils ont gagné et qu'il reste encore un peu de vitalité à leurs proches, qui peuvent être sauvés. Cependant, le moine de la montagne est encore en vie. Et pas seulement cela, il fait en sorte que le sceau de son clan utilise toute son énergie pour écraser la montagne et les autres villes voisines. Pendant ce temps, le prota reçoit justement tout le pouvoir de l'île sacrée, donc sa famille décide de mettre toutes ses dernières forces en utilisant le dragon. Cependant, cette fois, le vieil homme a plus d'énergie et il détruit littéralement l'invocation et avec elle, les personnes qui la contrôlent. C'est justement pour que Ning, en pleurs, reçoive le dernier niveau de son pouvoir. Celui-ci se trouve déjà à une échelle galactique et il l'utilise pour se venger du vieil homme. Avec l'aide de Bai, il détruit littéralement son rival dans un coup final qui se fait ressentir partout. Ainsi, Ning ne récupère pas seulement ses terres, mais il devient désormais le propriétaire du plus grand territoire du royaume. Tout cela à un prix assez élevé. Il savait déjà qu'il devait payer pour toutes les vies qu'il avait prises, et que maintenant cela l'avait transformé en gouverneur. Mais c'est ici que s'arrête cette histoire que vous pouvez apprécier dans son intégralité. Car il n'y aura pas de suite, du moins pas de sitôt. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse. Un instant peut durer une éternité. Ou au moins, donne-moi l'éternité pour donner. Abonne